Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons parler des jeux de rôle sans meneur de jeu. Attendez un instant, attendez, oui, on m'indique que je ne suis pas sur ma chaîne et que ce n'est donc pas à moi de faire l'introduction. Heureusement, le propriétaire légitime de cette chaîne, Zab, est là. À toi, Zab. Et on est donc de retour pour ce second épisode du sac à dos du MJ parce qu'on est des grands youtubeurs professionnels et donc on vous a bien précisé lors de la première vidéo que c'était un truc en différents épisodes sur 2 chaînes. Non. Donc si vous voulez voir le premier épisode de cette série sur le sac à dos du MJ, eh ben, je vous invite à aller sur la chaîne du jeu de rôle pour les nuls, présentée par l'immense, l'incroyable, le mémorable Eric. Merci d'être avec moi ce soir. De rien. J'ai essayé de faire une voix de foraine. Donc pour ceux qui ne le savent pas dans cette émission, eh ben, on parle de jeux qu'il est bon à avoir sur soi, de jeux qu'il est bon à connaître, des jeux à avoir dans son petit sac à dos de maître de jeu. Et dans l'émission d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux jeux de rôle sans MJ. Parce que les jeux de rôle sans MJ, déjà, c'est cool. Et aussi, des fois, on se retrouve dans des situations où on peut avoir des joueurs absents, des choses comme ça, et on peut être en sous-nombre, par exemple. Et c'est vrai que si on a 2 joueurs et un MJ, ça peut être intéressant de sortir un jeu de rôle sans MJ. Ou on peut aussi avoir le cas complètement opposé, où on se retrouve avec beaucoup trop de joueurs. Et dans ce cas, là aussi, ça peut être sympa de connaître quelques petits jeux sans MJ. Et donc, je t'en prie, fais comme chez toi, commence. Ça marche. Bah, moi, je vais parler encore d'un de mes chouchous parce que j'ai 2-3 chouchous dans la vie en matière de jeux de rôle et forcément, mon premier chouchou c'était Randai Repeat, j'en ai déjà parlé la dernière fois et là, j'ai parlé de Sonia et Conan contre les ninjas. Je vais tricher un peu parce que en fait, il y a des MJ. Il y en a plusieurs en fait. C'est pas un jeu sans MJ, c'est un jeu où il y a plusieurs MJ. En gros, on va faire de la Sword and Sorcery un peu à la Conan ou à la Red Sonia. Sauf que, au lieu d'avoir un MJ et des joueurs, on va avoir un personnage, un seul joueur au final, qui va incarner le barbare. Le barbare, il est musclé, il est fort, il est impressionnant, et il a des capacités spéciales parce que c'est un barbare. Et ça va être lui le héros de notre histoire. En face de lui, il va y avoir 2 à 4 ninjas, qui eux vont être les MJ, les co-auteurs, les co-autrices de l'histoire. Qui vont cadrer des scènes, qui vont dire où est-ce que ça se passe, qui vont incarner des personnages non joueurs, et bref, qui vont faire un peu le boulot traditionnel du maître de jeu. Sachant que les ninjas vont avoir des cartes aventures avec des mots dessus, des lieux, des objets, des personnages, et ça va les contraindre pour cadrer les scènes. On ne peut pas raconter n'importe quoi, même si on est un co-MJ, même si on est un ninja. On a ces cartes aventures qui vont pouvoir nous driver et nous contraindre pour avoir un minimum, entre guillemets, de cohérence, même si la cohérence n'est pas le but recherché, un minimum de cohérence dans ce qu'on va raconter. Ensuite, on va cadrer une scène. Il y a différents types de scènes. Il y a une scène d'exposition. On n'en fait pas beaucoup. C'est une scène où le barbare n'est pas là. On peut montrer la base du grand méchant, on peut montrer un joli décor. Ça permet de mettre un peu d'ambiance et puis ça permet aussi de créer une nouvelle carte aventure. Par exemple, si on a besoin d'un nouveau personnage pour l'histoire, on va faire une petite scène d'exposition, on va montrer ce nouveau personnage, créer la carte d'aventure, parce qu'on a certaines cartes d'aventure qui vont être créées en début de partie, d'autres qui sont vierges que l'on va créer au fur et à mesure de la partie. Ensuite, il y a les scènes de baston, c'est des scènes de bagarre, hein. Le barbare, il va faire la bagarre. Dans ce cas-là, on cadre la scène, on indique que c'est une scène de bagarre, et le barbare, il va avoir 2 possibilités. Soit il va utiliser une de ses capacités spéciales, comme arracher les bras d'un ennemi puissant pour le faire regretter d'être né, ou terrifier les forts, fasciner les faibles et attirer sexuellement les deux. Voilà, il a comme ça une liste d'actions de barbares, ce qu'on appelle les actions de barbares. Soit il fait ça, il choisit une de ces actions de barbares pour résoudre la bagarre, et dans ce cas-là, c'est lui qui devient MJ pour la fin de la scène. C'est lui qui va décrire comment est-ce que il gagne, comment est-ce qu'il défonce l'ennemi, comment est-ce qu'il bouscule la horde de cibles. Bref, la bagarre, c'est lui qui décide comment la finir. Soit il choisit pas une de ses actions, soit parce qu'il les a toutes cochées. Chaque fois qu'on choisit une capacité spéciale, on la coche et on peut plus l'utiliser. Soit parce que aucune des capacités spéciales correspondent, parce qu'elles sont toutes très spécifiques dans la narration. Par exemple, arracher les bras d'un ennemi puissant pour le faire regretter d'être né, il faut qu'il y ait un ennemi, il faut qu'il soit puissant et il faut qu'il ait des bras. Donc toutes les actions sont assez spécifiques qui font qu'on ne peut pas les faire n'importe quand, n'importe comment. Soit tout est coché ou c'est pas disponible, et dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une action sans gloire.
Et dans ce cas-là, le barbare, le joueur ou la joueuse qui incarne le barbare, va lancer un dé à 6 faces. Et c'est le nombre de mots qu'il ou elle a pour décrire l'action. Je tape, je m'enfuis. Pour décrire, je le frappe. Et par contre, à partir du moment où l'action sans le vouloir est faite, ce sont les ninjas qui vont pouvoir cadrer la scène et raconter la fin comme ils veulent. Pour les scènes de dialogue, c'est exactement le même principe. Soit on choisit une action de barbare pour clore le dialogue, soit on choisit une action sans gloire, sachant que pour le dialogue, il y a une petite spécificité sympa aussi, c'est que le joueur ou la joueuse qui incarne le barbare va lancer cette fois 2 dés à 6 faces, un pour le nombre de phrases et un pour le nombre de mots, et c'est tout le dialogue que va pouvoir faire le barbare avant de s'énerver et de devoir choisir une action de barbare ou une action sans gloire. Et voilà, ça permet de faire des parties de 2-3 heures, on raconte toute une histoire, sachant que les ninjas ont un objectif et que le barbare, en général, il va essayer d'empêcher cet objectif. La partie se termine si l'objectif ne peut plus être réalisé ou s'il a été réalisé, ou en cas de la mort du barbare, sachant que pour que le barbare meure, il faut qu'il le veuille, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de point de vie, et puis comme la plupart du temps, c'est lui qui cadre la fin de la scène. Donc voilà, c'est assez amusant, et cette petite contrainte supplémentaire du nombre de mots pour le barbare, c'est assez amusant. C'est un jeu que j'aime bien rejouer pour varier. Tu le joues une fois en tant que ninja, tu le joues une fois en tant que barbare. C'est pas du tout la même sensation. Et par contre, les rôles ne changent pas en cours de partie. Ce sera un joueur qui sera le barbare du début à la fin de. C'est ça, du début à la fin. Le barbare, il est barbare. Ninja 1, il est ninja 1. Ninja 2, il est ninja 2. Ninja 3, il est ninja 3. Et ninja 4, il est ninja 4. Sachant que ninja 1, 2, 3, c'est juste que ils ont pas les mêmes responsabilités. Ninja 1, de mémoire, lui, il a une carte lieu et puis il a une carte objectif. Ninja 2, il a une carte personnage et puis une carte objet. Bref, chaque ninja va avoir des responsabilités différentes en départ de partie, des cartes aventure différentes. Par contre, après, ils ont tous les mêmes responsabilités, sachant qu'en plus, les ninjas sont fourbes, donc ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux. Ce qui veut dire que techniquement, tu peux très bien commencer ta scène et puis un autre ninja est interrompu pour te dire non, mais en fait, ceci, cela. Et il y a en plus, j'allais oublier d'en parler, mais des cartes de technique ninja, qui sont des petites cartes à jouer, avec des dessins et dessus des petites mécaniques du style la horde. C'est une carte de technique ninja qui fait que tu crées une nouvelle carte aventure de type horde d'ennemis. Et si elle est détruite, bah, tu reprends ta carte et tu vas pouvoir la relancer comme ça. C'est une horde infinie, quoi. Tant que tu as la carte. Ou alors destruction. Par exemple, tu peux détruire un lieu, le remplacer par un autre lieu, ou téléportation. Finalement, ton grand méchant, oh là là, il est vaincu par le barbare. Bah, si tu as la carte téléportation, je dis des exemples au pif parce que je me rappelle plus des noms des techniques exactes et j'ai pas révisé. Mais en gros, avec cette carte-là, tu vas pouvoir retirer la carte aventure du grand méchant. Elle ne sera pas détruite par l'action du barbare et tu pourras la rejouer. Et pareil, comme les ninjas communiquent pas entre eux, les cartes techniques, ça peut vite partir en vrille, se contrecarrer, s'additionner, et c'est assez amusant. Mais ouais, on reste ninja ou barbare tout au long de la soirée. Du coup, c'est idéal à combien de joueurs environ ce. Bah, je pense que le mieux c'est 5. 4 ninjas et puis un barbare qui est le maximum possible par le jeu. Et au minimum, par contre, il faut être 3. Pour que le jeu fonctionne, il faut au moins 2 ninjas pour qu'ils puissent se partager des responsabilités et qu'il puisse y avoir cette émulation. Du coup, ouais, en dessous de 3, bah, tu peux pas jouer. Faut te retrouver un autre jeu sans lui. Par contre, on est dans un univers purement médiéval fantastique à la Conan où on a quand même assez de latitude de par Il y a, l'arrivée des il y a- il y ninjas. a- il y a pas d'univers. En gros, c'est quand on est les ninjas, autant on communique pas pendant la partie, mais autant en début de partie, on a tendance à faire un petit point pour se dire, ok, on est quoi comme ninja? Est-ce qu'on est des ninjas animaux, comme j'ai déjà pu voir, ou voilà, les méchants ninjas, c'est des animaux anthropomorphes. Est-ce qu'on est des ninjas cyberpunk? Est-ce qu'on est des ninjas zombies? Des nazis zombies? Enfin, tu peux être tout n'importe quoi. Les ninjas, c'est en gros les grands méchants de l'univers. Ils peuvent être tout n'importe quoi. Et pareil pour l'univers, ça peut être du médiéval fantastique, de la sword and sorcery, ça peut être du space up, tu peux tout faire. Faut juste, entre guillemets, en début de partie, se mettre d'accord sur quel type de ninja on est. Et ensuite, les types de ninja qu'on est, ça va un peu teinter de couleur tout le reste, en fait. Quand, en tant que ninja, tu vas devoir créer ta carte lieu, bah, si vous avez dit au début que vous êtes dans un truc cyberpunk, bah, ça sera peut-être le siège social de la Megacorp. À l'inverse, si vous aviez fait un truc préhistorique, bah, ça sera la grotte. Pareil pour les objets, les personnages, et puis toutes les cartes aventures, la manière de cadrer les scènes. Tout va être teinté par ce qu'on s'est dit au début sur le type de ninja qu'on allait incarner.
Donc, niveau matériel, tu as besoin de dés et des cartes? Voilà, tu as besoin de dés, des cartes et puis la fiche du barbare où tu es juste une fiche de perso avec les différentes, actions de barbare et puis une case à cocher pour pouvoir cocher, décocher, quoi. Bah, Heu après en virtuel, ça marche aussi, il y a des board Miro qui existent. et du coup, oui, c'est aussi un jeu où il y a pas besoin de préparation. On arrive les pieds sous Non, la table, ouais, le ouais, livret c'est sous la c'est c'est main les et pieds sous la table, le livret sous la main, c'est peut-être bien de l'avoir lu quand même avant parce qu'il faut comprendre les différents types de scènes et puis, comment ça fonctionne, mais c'est pas très compliqué. Un des trucs, auxquels, on n'est pas forcément habitué tout de suite, c'est qui parle quand. Les ninjas, ils ont pas le droit de communiquer entre eux, donc techniquement, quand le jeu commence, bah, faut que quelqu'un cadre une première scène. Mais qui la cale la première scène? Ça peut être Ninja 1, ça peut être Ninja 2, ça peut être Ninja 3, ça peut être Ninja 4. Ça peut être Ninja 1 qui dit, «Tiens, soleil couchant, des chevals», puis il se fait interrompre. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément évidents et je trouve que c'est un jeu qui a une dynamique complètement différente en virtuel. Il y a des jeux qui marchent très bien en virtuel, qui marchent très bien en réel. Lui, c'est pas qu'il marche pas en virtuel, mais ça implique une dynamique différente. Parce que cette manière de pas communiquer, eh ben, en virtuel, c'est pas évident parce que quand tu es autour d'une table, tu commences à faire ta scène, puis quand quelqu'un te coupe la parole, c'est pas grave, quoi. C'est pas très poli, mais le jeu, il marche comme ça parce on doit pas communiquer entre ninjas. Bon, on te fait couper la parole, c'est pas grave, tu reprends, machin, tu, tu reprends après pour essayer de rajouter des trucs. Ou alors, tu regardes la personne, il y a un blanc, tu regardes la personne, tu vois bien que il a pas fini de parler, tu t'attends. Ou alors, tu vois au contraire que c'est bon. Quand tu fais ça en virtuel, sans caméra, les blancs sont pas toujours des blancs. Des fois, c'est juste que la personne, bah, elle hésite. Et c'est pas évident. Moi, je sais que la dernière partie en virtuel qu'on a fait, il y a eu un souci avec un joueur, avec un des ninjas, parce que il avait l'impression qu'il pouvait jamais en placer une, quoi. Il y avait Guillaume Janté, l'auteur, et moi à la table. On est deux gros bavards et my faute, j'ai pas été assez précautionneux sur le temps de parole pour laisser un petit peu de blanc pour que les autres s'expriment. Moi, j'étais content, mon histoire se passait bien, on se renvoyait des balles et tout avec Guillaume, machin, et puis avec le 3e ninja et puis on s'est pas rendu compte que c'est Guillaume qui fait du théâtre et qui est un peu plus malin que moi, qui au bout d'un moment, a posé la question: «Oui, machin, et toi, tu en penses quoi?» parce qu'il voyait bien que ça faisait depuis quelque temps qu'il avait pas pris la parole et qu'il avait pas intégré des trucs dans la scène. Donc ouais, un léger bémol quand même, peut-être faire attention pour du jeu en virtuel, quoi. Parce que cette dynamique de pas communiquer entre ninjas, ça peut potentiellement. Ou alors faut être une grande gueule et puis tu coupes, mais on peut pas couper la parole en virtuel, ça marche pas. Il y a qu'un seul canal audio qui fait que si, tu essayais de faire comme on fait en vrai autour d'une table, bah, c'est la cacophonie, il y a plus personne, tu entends plus personne et puis tu t'en sors pas, quoi. eh bah, écoute, je crois pas que j'ai d'autres questions sur, ce jeu Suikoden contre les ninjas. Eh ben, on va du coup parler d'un de mes chouchous, un jeu auquel j'ai beaucoup trop joué, un jeu dont j'ai déjà beaucoup trop parlé, à peu près à tous ceux qui veulent bien m'écouter, que vous fassiez du jeu de rôle ou non. D'ailleurs, je suis sûr que mes parents sont très contents de savoir que ce jeu existe. Je vais parler, des Larmes du soleil, de Simon Lee et de Valentin T. Donc, dans les Larmes du soleil, on va là aussi tous jouer le même personnage, mais on n'aura pas de ninja. Même si on peut remettre dans l'histoire, ceci est une autre possibilité. Donc voilà, on va jouer un poète qui va quitter son village pour faire un voyage initiatique. Et le long de son voyage, il va rencontrer des signes qui vont le guider dans son histoire. Et c'est tout. Voilà, voilà. Donc, comment C'est un peu court, jeune homme. ouais, alors les règles complètes, tiennent sur une page recto verso et donc le jeu fonctionne en fait avec des cartes de ce type, donc avec des symboles. Donc, comment fonctionne ce jeu des Larmes du soleil? Donc, ben, vous avez ces cartes, hein, il y en a une cinquantaine avec, des symboles, en ancien chinois si je ne m'abuse et ben, le but est relativement simple. Vous prenez un petit bout de papier au début de la partie, où on va définir tous ensemble un setup, histoire de donner un peu le type d'univers dans lequel on veut que notre poète, évolue. On va poser une carte et chacun va prendre un petit bout de papier et va dire 2 choses que lui inspire la carte. Vous n'avez absolument pas besoin de vous justifier. Si pour vous, c'est un extraterrestre, eh ben, c'est un extraterrestre. C'est pas ce n'est pas le nécessaire de que c'est du sens pour les autres. En tout cas, ça doit juste en avoir pour vous. Donc, peu importe le sens de lecture de votre carte, faut juste vous noter 2 mots.
Une fois que tous les joueurs à la table auront noté 2 mots, et ben, le plus inspiré, celui qui en a envie, va piocher 2 des mots qui sont disponibles sur la table, en évitant de prendre les siens de préférence, et va commencer à raconter l'histoire du poète en utilisant, ben, les mots qu'il a piochés. Et on va continuer le tour de table comme ça, et jusqu'à ce que tous les mots aient été utilisés. On va poser un nouveau symbole, donc qui sera un des fameux signes et jalons que le poète découvre lors de sa route. Et on va continuer à raconter comme ça l'épopée de notre personnage. Donc ben, c'est un jeu qui est forcément plein de symbolique. C'est un jeu qui marche très bien avec les gens qui ne font pas de jeu de rôle, parce qu'il y a un petit côté... Enfin, c'est très simple à expliquer. Et il y a un côté presque plateau au niveau de la démarche. Et, euh, et ça a l'avantage d'être un jeu aussi qui dure le temps que vous souhaitez que ça dure, parce que ben, basiquement, vous pouvez dire, bon, bah là, c'est notre dernier symbole, on s'arrête là, et vous avez joué 20 minutes et vous avez passé pour autant une bonne partie. Du coup, quand tu dis qu'il faut mieux pas choisir les tiens, du coup, quand c'est les tiens, t'en tires d'autres, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, Tout simplement? du coup, si on, il y aura dans tous les cas tous les papiers sur la table, donc ceux que toi tu as écrits et ceux que les autres joueurs ont écrits. Et donc, ben, tu choisis parmi les mots qui sont disponibles. Si à la fin il reste plus que les deux tiens, bon bah tu prends les deux tiens, c'est pas grave. Dac. Du coup, est-ce que notre personnage, il a un objectif plus ou moins ou à part d'arriver à la fin du voyage et de faire tous les symboles que tu veux faire, est-ce qu'il y a un objectif à ce personnage? Est-ce que c'est une quête initiatique pour trouver quelque chose? Est-ce qu'on Alors, crée un objectif ou est-ce que initialement, il fait ça pour sauver son village. Le sauver de quoi, défini? c'est pas défini. Vous n'êtes même pas obligé de le définir, hein. J'ai fait des parties où juste le personnage se réveillait et pour lui c'était logique que c'était le moment de partir et qu'il fallait qu'il fasse ça, alors que bon, après j'ai joué plusieurs fois avec un poète qui était à moitié taré, mais ceci est une autre histoire. Hem, Après oui, on peut avoir de véritables objectifs. En fait, souvent ça va se définir un peu par rapport aux mots qui ont été tirés, à l'ambiance qui va se dégager de la partie. On peut avoir des parties qui sont très, très mélancoliques. Une fois, on a eu un poète qui est parti pour ben, libérer son village d'une malédiction. Il y avait tout le monde qui commençait à se transformer en pierre, des choses comme ça. Ça marche aussi également dans plein d'univers. J'ai fait des parties dans du cyberpunk, j'ai fait du parti dans du médiéval ja- japonisant. J'ai fait des trucs complètement fantastiques avec plein de créatures féeriques diverses et variées. Bref, c'est vraiment un jeu qui a tendance à se laisser porter par l'ambiance à la table, par l'état d'esprit des joueurs à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Et du coup, pour jouer en virtuel, parce que là tu parles de est-ce que tu fais un board et puis tu mets juste les symboles et puis tu Alors en virtuel, il me semble que toutes les cartes sont disponibles en JPEG sur le site de l'auteur, sur Angel Dust. Dans tous les cas, d'accord. le jeu est disponible par défaut en payer ce que vous voulez. Et ben, il suffit d'utiliser un Discord ou quelque chose comme ça et de partager l'image dans le groupe. Où tout le monde tape ces deux mots, et après à partir de là on choisit et voir celui qui a les droits de modération sur la conversation peut les effacer au fur et à mesure pour éviter d'avoir de Ah, je posais la s'engueuler. question tout à l'heure pour l'objectif du poète, parce que du coup, tu dis que ça dure la durée qu'on veut, et qu'on a tu à dire après ce symbole-là, on finit, mais du coup, comment est-ce que tu te dis: «Bah, tiens, c'est la fin de l'histoire de mon poète», qu'est-ce qui parce que c'est pas juste, j'ai joué 3 heures et c'est le 28e symbole, j'avais dit que j'arrêtais au 28e, mais comment est-ce que tu fais pour tomber, pour te dire: «Bah, tiens, là, c'est fini, son voyage, il est terminé, il peut revenir au village», ou alors il viendra pas au village, mais c'est bon, on a terminé, on arrête, Ben alors là vraiment c'est grâce à au la magie feeling? de la poésie et du narrativisme. Euh, En tout cas, sur mes parties, ça s'est toujours été de façon. Alors, soit vraiment une contrainte de temps et dire là, c'est notre dernier jalon. Donc, par rapport à ce qui était dit avant, ben,
Les joueurs ont un peu une idée quand même de ce que doit être l'objectif à atteindre. Donc, vu que après la narration est entièrement libre, il n'y a pas de notion de si on veut faire une action qui réussit, elle réussit. Si on veut faire une action qui échoue, elle échoue. Donc, à partir de là, ben, c'est aux joueurs à la table de déterminer et si le de déterminer la fin, parce que ben voilà, c'est typiquement le type de jeu où ben, l'important c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de raconter une belle histoire. Ouais, Donc c'est pas la destination, c'est le voyage, quoi. c'est ça. Et du coup, ton poète, il est pas défini. Tu le définis au fur et à mesure avec tes symboles, tes machins, mais t'as pas de création de personnage Non, pour ce non, pour ce c'est ça. poète. C'est ça. On peut bien sûr en discuter en début de partie pour définir quelques peut-être grands traits. Éventuellement, si vous avez envie de déterminer c'est peut-être son apparence, un petit trait de caractère qui vous plairait, mais dans tous les cas, vous pouvez encore une fois vous laisser porter et voire même le faire évoluer au fur et à mesure de la partie, plutôt que de rester sur quelque chose de très figé. Du coup, ça peut jouer à plein, ça. Ça peut se jouer T'as à pas plein. de problème, t'as pas de j'ai l'impression que c'est plus facile de jouer à plein parce que voilà, tu cadres ta scène. Par contre, ouais, ça peut jouer à plein, ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça peut éventuellement se jouer tout seul. J'imagine que tu peux très bien Ça peut tirer se tes jouer tout seul. symboles et puis faire ta petite histoire en mode solo, voire écrire un journal du poète, ça peut être sympa. Disons que Par le seul contre, problème tout seul, c'est que du coup, tu perds quand même le côté de devoir jouer avec l'interprétation des autres joueurs au niveau des symboles, qui est quand même un ouais, petit plus. ouais, c'était la dernière question que j'allais te poser, mais du coup, comme tu cadres ta scène à chacun son tour, est-ce qu'il il y a pas un peu comment dire, le ressentiment de jouer un petit peu tout seul? Parce que t'interagis pas forcément beaucoup avec les autres, du coup, si? Alors, si, parce que au final, là, tu vas pas vraiment forcément cadrer une scène, tu vas raconter un pan de l'histoire en utilisant les mots qui sont à ta disposition. Et là où tu peux facilement en jouer et t'amuser, ben, c'est en donnant une grosse fin ouverte, en disant, et donc là, le poète, ouvre grand les portes, de ce temple et il ne revient pas de ce qu'il avait devant les yeux et tu t'arrêtes là. D'accord, d'accord. Ouais, mais c'est une interaction qui est indirecte dans le sens où C'est une tu joues interaction ton qui est indirecte. tu joues ouais, ouais. Mais après, en fait, vu qu'on a quand même besoin un peu de se nourrir de tout ce que disent les autres, on a tendance quand même à être très à l'écoute. Donc alors oui, oui, c'est vrai qu'on est tout seul lorsqu'on fait notre narration, mais ça reste plaisant à écouter et on a quand même, vraiment le sentiment d'être dans le jeu, ben, parce que, on va utiliser tout ce qui a été dit. On va essayer de faire en sorte que c'est du sens et on va pas faire, «Ah ben, c'est bon, là j'ai mes 2 mots, ma scène il va se passer que ça, peu importe ce qui s'est passé avant, après, dans ma tête c'est ça». C'est pas Ouais, le On n'est pas dans il y a ce une genre de certaine mécanique là. recherche de la il y a une certaine recherche de la cohérence et puis surtout de faire du «beau jeu» entre guillemets avec le jeu des autres quoi, d'essayer de faire des belles choses et de rendre ce que les autres ont donné quand ils ont fait leur propre scène, quoi. Tout à fait. Et petit supplément, que j'ai oublié de mentionner et pourtant, ô combien c'est important. À la fin de la partie, heu, tout le monde va écrire, un vers qui pour lui résume, ben, soit un moment clé de l'histoire, soit l'aventure en elle-même et le joueur qui se sent inspiré va, prendre les tous les Les vers qui ont vers et été les écrits et en déclamer. faire un poème Ah, c'est beau. et du coup, j'ai Ça peut quelques être exemples. vraiment sympa C'est vraiment un jeu et que puis je du coup, peux ton compte rendu recommander. de partie, c'est directement le poème de fin. C'est ça, Il est fait. Ça peut être vraiment chouette. c'est ça, c'est ça. Donc et vraiment, on peut jouer dans plein, plein, plein d'ambiances, je sais que alors moi, j'en ai pas fait, mais l'auteur en a fait, des vraiment très, très tristes, des dramas, à fond, mais on peut aussi faire, des histoires très, très drôles. On peut faire, des histoires, ben, pleines de poésie, pleines de fantastique. Il y a vraiment un large choix et une rejouabilité qui est assez incroyable sur ce jeu. Très bien, très, très bien.
Là, je posais la question pour le fait de jouer tout seul, parce que parfois on fait des scènes tout seul aussi dans le jeu que je vais présenter maintenant. Fall of Magic. Fall of Magic, c'est peut-être l'un des plus beaux jeux de rôle au monde. Il est vraiment magnifique. Parce que il se présente en physique, hein. Moi, je l'ai pas eu en physique, j'ai eu un bricolage en PDF pour que ça soit en français, parce que le jeu, malheureusement, est disponible qu'en anglais, italien et japonais. Pourquoi pas français, je sais pas, mais voilà, sur la boutique, tu peux choisir italien, japonais et anglais. Et encore italien, si ça se trouve, tu as que les instructions que j'ai réussi à trouver en français ailleurs, mais tu as pas forcément le scroll. Du coup, le jeu, en fait, il se présente sous la forme d'un parchemin, en fait. On va jouer un mage et son escorte. C'est un univers plutôt médiéval fantastique où la magie se meurt. On ne définit pas pourquoi ni comment, mais voilà, c'est bientôt la fin de la magie. Et dans ce monde médiéval fantastique, voire high fantasy, où il y a plein de magie, machin, où la magie est très importante pour tout le monde, la magie, elle se meurt. Du coup, le mage ou la mage, peu importe, mais voilà, la personne la plus puissante magiquement et qui porte sur elle la responsabilité, le destin de comprendre pourquoi la magie se meurt et de réparer ça, part pour un long voyage avec son escorte. Et du coup, ce parchemin, c'est expérimente ce voyage en fait. On va prendre le parchemin, on va le poser sur la table et on va juste montrer la première ville. Uniquement la première ville. Et on va jouer des scènes dans cette première ville. Puis, lorsqu'on aura fini, on va décrire comment le mage passe à la ville suivante et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'Umbra, le berceau de la magie, et définir tous ensemble si on sauve la magie, si la magie se meurt, s'il y a un renouveau. Bref, c'est très vague, sachant que c'est un jeu qui est aussi très... Il y a très peu de lancers de dés, on lance quasiment jamais les dés. En fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, ça va se passer de la même manière. En tout début de partie, on va créer des personnages. Pour créer un personnage, tu choisis juste un nom, un titre et une ville d'origine. Par exemple, je suis Elamura, apprenti de Fort Tempête. Ou une des villes qui existent bien sûr sur le plateau de jeu qu'on va pouvoir rencontrer, c'est un nom, une origine et un trait. Un trait, voilà, c'est des traits il y a une liste de traits. Il y a une liste de traits et tu peux choisir parmi ces traits-là celui qui va définir ton personnage. Ensuite, tu choisis un jeton qui va personnifier ton personnage sur le board. Et ensuite, tu vas aller dans la première ville. En fait, chacune des villes va avoir ce qu'on appelle des impulsions. Les impulsions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots-clés qui vont teinter la scène qu'on va décrire. En fait, à chaque fois qu'on va arriver dans une ville, il va y avoir plusieurs lieux. Par exemple, j'arrive à Château-Corneille, il va y avoir l'écurie de Château-Corneille, il va y avoir le donjon de Château-Corneille, il va y avoir les prisons de Château-Corneille, il va y avoir plein de lieux à chaque grosse ville. Et dans chacun de ces lieux, il va y avoir des impulsions, des mots-clés pour te dire comment cadrer cette scène. Par exemple, si je vais dans la prison, les impulsions, ça va être solitude, ça va être désespoir. Et du coup, si je décide à mon tour, chacun à son tour va décider dans quel lieu aller. Et on va cadrer une scène, on va décrire une scène qui se passe dans ce lieu en intégrant une ou plusieurs impulsions, parce que parfois il y a plusieurs mots-clés dans ce lieu. Et on va être invité aussi à inviter d'autres joueurs. Par exemple, si moi je veux jouer une scène à l'écurie, peut-être que ton personnage va m'accompagner, ou peut-être qu'il est déjà à l'écurie, ou peut-être que, comme c'est sa ville d'origine, il a travaillé avant dans les écuries, il doit récupérer des affaires. Bref, on va choisir, chacun à notre tour, on va choisir un lieu, éventuellement inviter des petits copains à faire la scène avec nous. On va décrire cette scène en se servant des impulsions. Quand on a fini, c'est au tour de quelqu'un d'autre qui va faire sa scène dans son lieu, en gérant les impulsions. Et ensuite, quand on a tout fini, on va faire une scène de mage où en fait, conjointement, on va tous jouer le mage et on va décrire comment le mage va de la ville A à la ville B et on va recommencer. Sachant qu'en plus des impulsions, il y a certains lieux qui ont ce qu'ils appellent des périls. Il y a en gros un danger qui va menacer le groupe et c'est le seul moment où on va lancer le dé et les résultats du dé à 6 faces vont te dire ce qui se passe. Par exemple, l'un des périls, c'était de mémoire des brillants de l'autre côté de la colline. Si tu fais 1, il va falloir faire un détour et ça va nous faire perdre du temps, quelque chose est perdu. Si tu fais 2, il va se passer autre chose. Si tu fais 6, les brillants attaquent, vous perdez un de vos traits. Parce qu'en gros, les traits, c'est des choses qu'on va gagner ou perdre, en fait. On va pouvoir gagner des traits ou perdre des traits. Pareil, tu as certains lieux, au lieu d'avoir des impulsions, c'est des traits, en fait, que tu vas gagner ou perdre. Par exemple, dans tel lieu, il y a le trait légende.
Donc si tu vas dans celui-là et que tu décris une scène, à la fin tu vas devenir légendaire parce que tu es allé à Avalon et puis tu as rencontré le roi Arthur, enfin peu importe, mais du coup, c'est un long parchemin avec plein de lieux différents, plein d'impulsions, et du coup, on va au fur et à mesure du temps, que ce soit à Château Corneille, à la Colline aux Chênes, à chaque fois, on va pouvoir récupérer comme ça des traits ou récupérer des choses. Là, il y a un exemple de péril dans les instructions. Le danger redouté, 1, 2, une embuscade, 3, 5, des nouvelles de l'Est, 6, une éclaircie. Donc voilà, tu lances le dé et ça te donne une idée de la menace. Et parfois, tu peux aussi avoir des changements. Les changements, c'est le trait légendaire dont je parlais tout à l'heure, ou ça peut être un curieux prix, tu gagnes quelque chose, ou une blessure. Enfin, t'as plein de choses comme ça tout au long de ton parchemin. Et au fur et à mesure que tu vas parcourir les différents lieux, tu vas créer des scènes, tu vas créer aussi des liens avec les personnages. Parce que quand tu vas inviter d'autres personnages, forcément, la scène va y avoir des choses par rapport aux relations interpersonnelles. Et tout au long de ton parchemin, tu vas vraiment créer une histoire centrée sur les personnages. Ça va pas être tant comment est-ce qu'on va soigner la magie et pourquoi la magie meurt pas, mais plus comment nos personnages vont vivre là-dedans, en fait. Parce qu'à chaque fois, tu crées ta scène par le point de vue de ton personnage, éventuellement de 2 ou 3 autres personnages si tu les invites à la scène ou s'ils s'invitent eux-mêmes. Hein. Ça peut arriver aussi que les gens ils s'incrustent. Toi, tu fais ta scène tranquille à l'écurie, puis t'as machin qui dit non, mais moi, je te laisse pas tout seul. Surtout si t'as choisi comme titre au début le fugitif de machin, c'est-à-dire que en plus t'as fait quelque chose de mal et qu'on te recherche dans les royaumes. Enfin bref, il y a plein de titres différents qui font que voilà, tu peux jouer sur le. Nous on avait un fugitif, t'avais plein de trucs et du coup dans la scène. C'est vraiment de la full improvisation et du full narratif. Quoi. Tu commences à dire des trucs, les autres ils rebondissent, t'échangent. Je m'en suis retrouvé à tuer mon propre père. Un chevalier qui m'insultait et tout, puis duel d'honneur et tout, tac, 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 tac. Et puis tout d'un coup, l'idée géniale d'un des joueurs qui dit ouais, mais en fait alors qu'il se meurt, une domestique arrive et puis te donne les titres de propriété parce qu'en fait, tu devais le savoir qu'à sa mort, mais c'est ton père et machin et trucs. Oh là là. Émotion, émotion. Ouais, non, c'était. On a joué tous les midis pendant des mois. Parce que je jouais qu'une heure à chaque fois à la pause de midi, un peu comme là on fait les Runday Repeat, mais c'est beaucoup plus long comme jeu parce que je sais pas comment. J'arrive pas à calculer combien de temps ça prend parce qu'à chaque fois on jouait une demi-heure, une heure le midi, puis on a fait ça pendant des mois, mais c'est bien, ouais, c'est bien. Je Du pense coup, qu'il faut c'est un jeu bien. qui se fait que en campagne. Ouais, ça se fait qu'en campagne. Ça se fait qu'en campagne parce que tu peux pas faire tous les lieux en une soirée, quoi. Nous, en Et un on est midi, on obligé faisait. de faire tous les lieux quasiment. Enfin, on est. Oui. Bah, disons que ton parchemin, tu as le point A, puis il faut que tu ailles jusqu'au point B. Après, il y a des lieux. Tu as parfois des embranchements. Par exemple, tu peux aller dans les souterrains. Bah, nous, on n'est pas allé dans les souterrains, donc on verra jamais ce qui se passe dans les souterrains. Il faudrait qu'on rejoue et puis qu'on passe par les souterrains. Parfois, tu as des embranchements. Mais sinon, oui, globalement, c'est quand même un parcours assez linéaire où tu déroules ton parchemin. Quand tu finis un lieu, tu redéroules le parchemin, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'Umbra où tu décides de la fin de l'histoire. Donc, ça se joue qu'en campagne. Et c'est une campagne qui est relativement linéaire. Les scènes vont beaucoup changer en fonction des personnages, en fonction des titres, en fonction des changements que tu vas choisir, des périls que tu vas lancer. Ça sera jamais la même histoire, mais le cheminement est le même. D'ailleurs, ça pose la question de la rejouabilité. Moi, je sais pas si j'y rejouerai du coup. J'ai vécu des choses super émouvantes et tout. J'ai fini marié avec la sœur de la femme de ma vie parce que la femme de ma vie est morte et que j'avais dit que je m'occuperais de sa sœur. J'ai tué mon père. Enfin, il m'est arrivé des trucs de dingue dans cette histoire et il y avait des passages émouvants. Il y a un de nos personnages qui est devenu le méchant de l'histoire, qui a combattu le mage et puis finalement on a pris sa défense. Mais non, enfin, c'était super chouette. On a plus ou moins un journal d'aventure tout pourri parce que je sais pas si tu vois ce que c'est, mais le journal d'aventure, c'était en gros, comme on jouait tous les midis, on s'est dit qu'on allait faire un journal d'aventure parce que c'était tous les midis, c'était en table ouverte. Ça veut dire que moi, j'ai été quasiment là tout le long de la campagne, mais de temps en temps, il y avait un personnage qui venait, un personnage qui repartait. Mathieu B, son personnage était là au début, c'était le fugitif, il était super important parce que, oh mon Dieu, c'est un fugitif, c'est un trou du cul, et puis faut on peut pas passer par tel endroit. Comment on va faire quand on va arriver à Fort Tempête parce qu'ils vont vouloir le capturer? Mais après, il avait des soucis de vie perso qui fait qu'il est plus venu, du coup, bon, bah, l'histoire du fugitif, tant pis. Et du coup, comme c'était en table ouverte et que c'était pas forcément tout le temps les mêmes gens, on a essayé de faire un journal d'aventure. Au début, c'était très bien parce que on faisait des chapitres, on romançait un peu le truc et tout, c'était super cool. Puis au final, on oubliait. Moi, je suis un peu le clandu des prises de notes. À part mon père, parce que ça m'a marqué que j'ai fait un effort, la moitié des trucs au sujet de mon personnage, il y a pas. Puis tu sais, je sais pas si tu vois commencer les prises de notes, mais au début, on est consciencieux, on fait ça bien, puis on oublie une première fois, une deuxième fois. Et puis, quand c'est toujours le temps, la même personne qui prend les notes bien et qu'elle n'est pas là parce que c'est une table ouverte et que personne d'autre a fait le compte rendu, du coup, il est encore là. Il y a
Je peux encore retrouver ce fameux compte rendu de l'aventure Fall of Magic et puis je pense que je le relirai au moins pour me rapporter des sou parce que c'est quand même des super bons souvenirs. Puis il y avait toute une histoire de maladie aussi qui fait que j'ai failli mourir et qu'on a trouvé qu'un seul remède, mais il y avait moi et la femme de ma vie, du coup, bah, je lui ai dit: «Prends le remède», elle me l'a fait à l'envers en mode: «Oui, oui, je prends le remède», mais en fait non, c'est moi qui avais le remède et du coup, bah, elle meurt comme une merde et moi je me retrouve tout seul parce qu'elle a préféré se sacrifier pour moi. Enfin bref, c'était assez sympathique. Puis je trouve ça d'autant plus émouvant que tout ce qui va se passer, genre là, l'histoire d'amour et puis du remède machin, c'était avec un autre PJ. C'était avec Milou. Je trouve que c'est plus émouvant de faire des interactions, de ce style-là, que ça soit de la romance, que ça soit de l'amitié, que ça soit de la rancune, avec un PJ qu'avec un MJ tout puissant. Parce que je sais pas si c'est parce que l'MJ tout puissant, il a tellement de PNJ que l'émotion se dilue un peu dans ces différents PNJ ou parce que moi, en tant que joueur, je me dis: «Bah, c'est le MJ, c'est le personnage, il existe moins». C'est peut-être con de ma part, mais je me dis: «Voilà, c'est un PNJ, il est moins important qu'un PJ, il existe moins, peut-être que je vais moins m'attacher à mes interactions avec lui». Là, c'est du full PJ et du coup, il y a eu des trucs très chouettes. Du Il y coup, a je eu suppose vraiment que des c'est un trucs jeu très qui est quand même chouettes. plutôt sérieux dans la mentalité, du truc? Bah, disons que le jeu en lui-même, les impulsions, c'est pas précisé, mais je pense que oui, il faut le jouer. C'est mieux de le jouer sérieusement. Moi, j'ai aimé jouer à ce jeu parce que j'ai été ému, parce que j'ai perdu des choses, parce que mon personnage a changé. De même façon, les scènes, elles sont d'une durée plus ou moins fixe ou alors, c'est si la scène est bien, elle peut durer Ah 2 non, heures et c'est à laisser à la discrétion des joueurs et des joueuses. Donc, la scène, elle peut durer 10 minutes parce que tu es pas inspiré, qu'il faut faire la scène avant de quitter le lieu. Donc, tu fais une petite scène. Le miroir de la souffrance, bah, je regarde, je vois, que mes parents ils étaient morts, oh là là, c'est triste et puis tu passes à la suite. Ou tu peux au contraire, passer plusieurs séances au même lieu, voire parfois, toute une nous, c'était des séances relativement courtes, mais on a quand même fait parfois toute une séance sur la même scène. Parce que tu l'arrêtes quand elle est finie la scène, mais si ça se finit pas, si c'est un gros truc diplomatique avec les chevaliers, que tu discutes, tu discutes, tu discutes. Le truc aussi sympa que je trouve, c'est que quand tu fais une scène, tu peux inviter éventuellement tes compagnons, mais que tu les invites ou non, tout le monde joue tout le monde, en fait. Toi, tu joues ton personnage, tu as la responsabilité de ton personnage, donc forcément, c'est toi qui vas incarner ton personnage. Les autres pareil, mais par exemple, on était à Fort Tempête, on était dans une salle avec plein de chevaliers, avec, tous plus, méchants les uns que les autres parce que l'impulsion disait qu'on était mal accueillis. Enfin, l'impulsion, c'était l'hospitalité de Fort Tempête et le joueur qui cadrait la scène avait pris ça dans le sens, qu'ils ont pas une bonne hospitalité, en fait. Il avait repris ça un peu à contre et du coup, tous les gens qui parlaient qui étaient pas ce personnage-là, bah, c'était nous qui les incarnions et du coup, je trouve que ça rend des scènes vraiment vivantes. Là où parfois, en tant que MJ, c'est pas simple parce que vaut mieux décrire la discussion parce que tu vas pas faire, voilà, ou sinon c'est un peu la discussion de marionnette. «Salut, je suis PNJ 1 et je parle avec PNJ 2, blablabla». Là, comme, il y a pas de MJ que les personnages qui sont pas invités ou parfois qui sont invités et qui jouent leur personnage plus un PNJ avec lequel ils interagissent pas en direct, bah, ça fait des scènes, des discussions vraiment intéressantes et que moi je trouve, vraiment vivantes. Mais ouais, la scène, il y a pas vraiment il y a pas vraiment d'heure fixe, quoi. C'est, tant que le joueur qui a cadré la scène ne dit pas: «Bon, bah, c'est bon, j'arrête». Sachant qu'en plus, même quand il dit: «J'arrête», les joueurs et les joueuses sont invités à lui poser des questions en plus, pour éventuellement rajouter une couche encore, Toi, tu es tout content, tu as fait une super scène, tu arrêtes, tu es fatigué, puis tout d'un coup, on dit: «Oui, mais attends, tu dis ça, mais tu le penses vraiment?» «Attends, je sais pas. Laissez-moi 2 minutes là». et est-ce que la conclusion de l'histoire est libre ou, est-ce qu'il y a une fin qui est déjà établie, Non, elle est libre, et tu arrives à elle est libre et puis c'est exactement la même chose que le reste en fait. L'Umbra qui est le dernier lieu, c'est exactement la même chose. Enfin le dernier gros lieu, tu as différents petits lieux avec des impulsions, des périples et à la fin tu as une scène de mage où tu expliques, ce que fait la mage à la fin donc la fin du jeu est la même chose que le reste du jeu en fait. C'est juste un gros lieu en plus et puis tu vas faire des scènes en plus et les impulsions sont aussi beaucoup plus dramatiques parce qu'on voit qu'on arrive à la fin du jeu, on voit que c'est la fin de la magie. Toutes les impulsions va y avoir plein de changements sur tes personnages et plein d'impulsions un peu dark en mode, oh là là là, les scènes que tu vas faire à la fin, ça va pas être les scènes tranquilles, bucoliques du début où à Château-Corneille avec l'écurie, tu pouvais regarder les fleurs et puis te rappeler d'une bataille du temps passé. Là non, là, à la fin de la magie, c'est que des impulsions, que des mots-clés un peu, un peu tendus où tu sais que de toute façon, il va falloir que tu décrives quelque chose d'épique ou de dramatique ou les deux ou un mélange des deux. Bref, tu sais que c'est la fin, quoi. Ah, puis j'avais oublié aussi, il y a aussi des îles. C'est un peu comme des gros lieux, mais en fait, il y a un moment où tu prends la mer et en fait, c'est des cartes en plus, quoi. La mer, elle est vide, c'est juste des îles et tu tires des îles au hasard, en fait. d'accord. Tu as des cartes avec des îles
Et chaque île, en fait, c'est pareil. Tu vas avoir des lieux et des impulsions. Et il y a le bateau aussi, pareil, c'est des lieux et des impulsions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour les îles, quand tu es en mer, en fait, tu tires une des cartes îles au hasard. Tu en tires deux au hasard. Il y en a une que tu remets en dessous du paquet, celle que tu veux pas avoir parce que les impulsions ne te plaisent pas, ça a l'air nul. Et l'autre, tu la joues comme un lieu, en fait. Tu la poses sur la carte et ça devient un nouveau gros lieu. Alors, vu que je connais des joueurs qui aiment la performance, est-ce que c'est possible de faire l'intégralité de la carte ou on a quand même des moments où c'est du sans retour, va falloir Non, faire choix tu A ou peux, B? non, tu peux pas. Les embranchements, c'est du sans retour, quoi. À partir du moment où tu fais un embranchement, bah, c'est foutu. Va falloir rejouer. Là, nous, par exemple, à un moment, il y a un moment juste avant de prendre la mer, tu peux soit prendre la mer, soit entrer dans les profondeurs infernales et en gros, tu as tout un parti tu as soit les parties avec les îles et tout dont je t'ai parlé, soit tu as une partie qui se passe où tu retournes la carte, en fait. On n'a jamais retourné la carte, nous. En fait, le parchemin, tu as toute une partie souterraine, tu retournes ton parchemin et tu peux faire une partie, au lieu de prendre la mer, en fait, tu rentres dans les profondeurs, tu fais tous les souterrains et tu ressors de l'autre côté de la mer. Et ça, on n'a pas fait, donc on ne saura jamais ce qui se passe dans les souterrains. Histoire de rester quand même dans le médiéval fantastique, je vais vous parler d'un autre jeu, un grand classique de ce type d'univers. On va parler de Vous êtes dans une auberge de Christian Amogé. Donc, Vous êtes dans une auberge, comme son nom l'indique, est un jeu où vous allez jouer dans une auberge. Donc, le principe du jeu est le suivant. Vous, on va raconter tous ensemble l'histoire d'un groupe d'aventuriers qui va se retrouver dans une auberge, qui va accepter une quête là-bas, et ensuite on racontera le retour de ces aventuriers dans cette auberge, qui raconteront à leur tour aux badauds et aux autres, ou voir à leurs commanditaires, comment s'est passée la quête. Donc on ne jouera pas la quête, mais on va jouer uniquement les passages dans l'auberge. C'est un jeu qui va se jouer avec un paquet de 52 cartes classiques. C'est extrêmement simple, il y a juste, vous allez en avoir besoin pour la deuxième moitié du jeu, donc celle où on va raconter la quête. Si vous avez des cartes rouges, c'est bien, si vous avez des cartes noires, c'est pas bien. Et c'est à peu près tout pour la mécanique des cartes. Et, et donc voilà. En dehors du fait que on va jouer tous un personnage, ce personnage, on va le définir avec assez peu de choses. Ben, il va avoir un nom, une classe avec des grands guillemets et une motivation. Je suis Gérard, vétéran de la guerre du tissu et j'aime beaucoup l'argent. Et on va également lui donner deux attributs. Donc ça peut être une spécialité physique, professionnelle, n'importe quoi, genre je suis le plus grand épéiste de la région, j'ai appartenu au clan des petits bisounours licornes, je sais parler avec les taupes. Enfin bref, deux petites choses qui font sa spécialité. En parlant de Bisounours Licorne, c'est un ton humoristique comme jeu ou Alors, on peut jouer, je pense, de façon beaucoup plus sérieuse, mais les parties que j'ai faites, c'était très très drôle. Et je pense que ça, c'est un jeu qui mérite, où on peut plus s'amuser en ayant un ton légèrement décalé, même si on peut rester quand même, encore une fois, tout à fait sérieux. En plus de notre personnage, on va avoir 4 rôles qui vont être définis en plus. Il y en a un qui va jouer l'auberge, donc c'est lui qui va décrire l'auberge, l'ambiance à l'intérieur, et toutes les petites. Il va faire vraiment le décor. Il y en a un qui va faire l'audience, ça va être tous les PNJ de l'auberge. Donc est-ce Mmh. qu'on a des serveuses, des barman, des ménestrels, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir s'intéresser lorsque nos héros vont venir raconter leurs histoires? Est-ce qu'il y a des mecs bourrés qui font chier? Exactement. On en a un qui va jouer le commanditaire. C'est lui qui aura comme but, de définir la mission, donc la grande ligne de la quête. Et on en a un finalement, ça sera le retardataire. Le retardataire qui aura un rôle un peu particulier, ça va être le dernier qui arrive dans l'auberge
Et c'est également lui qui racontera la conclusion de l'histoire, savoir si on comment s'est Si finie la ça se quête. finit bien, ouais, comment c'est fini la quête. Ouais. Du coup, ça joue à combien ça? Ben, ça peut se jouer à beaucoup, ça donc basiquement 4 c'est pas mal, mais on peut monter à plus sans aucun souci. Sachant que là où ça devient, où ça prend, de l'intérêt, c'est que, en fait le jeu est découpé en mini scénettes. Donc, au début, on va avoir la première scène où on va tous, rentrer dans l'auberge, sachant qu'on a, nos aptitudes et cetera, mais c'est pas quelque chose qu'on a partagé avec les autres à la table. Donc on va vraiment décrire notre personnage, comment il arrive, qu'est-ce qu'il porte sur lui, est-ce il a une hache, il a des cicatrices, en fait, on va essayer de donner un maximum d'informations aux autres parce que lors de cette première phase, les autres joueurs vont pouvoir nous donner des aptitudes en plus. Par exemple: Ah! «Ah oui, je me souviens de vous, on s'est affrontés lors de la bataille, du gouffre de Helm. Bon, on n'était pas dans le même camp, mais vous vous êtes bien battus» et du coup, sur notre fiche, on peut rajouter vétéran de la bataille du gouffre de Helm Ah, c'est vraiment sympa ça. et on peut faire pareil des choses beaucoup plus nanardesques, hein, du genre: «Ah, je vous connais de réputation, vous avez gagné le concours de crachat de la ville», et cetera. Donc voilà, on a toute cette petite phase-là où on va grossir un peu le Et background des autres joueurs. du coup, tu es obligé de prendre tout ce qu'on te dit et d'en faire des traits ou tu peux dire: «Non mais là mec, c'est vraiment de la merde ce que tu dis, Bah, en fait, on peut je en veux discuter. pas». C'est une discussion libre. On peut en discuter. Dans tous les D'accord, cas, en fait, là, ça on rentre dans une mécanique du jeu, c'est le joueur va prendre une carte qu'il va ajouter à sa main et à partir du moment où il prend une carte, ça veut dire que, voilà, il fait une action et donc il y aura un trait qui sera donné. d'accord. On peut en discuter, dire: «Non, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça» ou «Non, c'est qu'une rumeur», on peut essayer de le détourner, mais dans tous les cas, quelque chose en ressortira de cette action-là. D'ailleurs, de la même façon, si, en tant qu'autre joueur à la table, on aime ce qui est en train de se dire, si on peut prendre une carte de la pioche et la donner à un des joueurs juste pour, montrer Pour le que féliciter parce qu'il a une bonne idée, voilà, qu'il j'adore ce que a tu fais, continue, c'est drôle, c'est bien, donc ouais, il y a c'est ce sympa ça, il y en a pas tant que ça des jeux où on récompense où on matérialise le fait de bien aimer ce que les autres font. tout à fait. Donc voilà, une fois qu'on aura fait ça, on va avoir, donc un 1 voilà, une première tournée où, tout le monde apprend à se connaître, en fait, où on va commencer à gagner des traits et ensuite, en fait, on va définir, enfin, le donneur de quête va nous donner une quête, donc le grand point de la quête et on va commencer de la même façon qu'on s'est donné des traits, ça, on va, se créer des facilités ou des difficultés, du genre: «Ah mais, si on veut aller là, il va falloir, que l'on passe par le désert, de Gobi et ça va être, super compliqué. Il y a plein de barbares et cetera» et en fait, pareil, on va avoir une fiche de quête où on va marquer les différentes péripéties que l'on s'invente les uns et les autres, sachant Ah qu'on donc à peut chaque fois, c'est vraiment une quête, très différente quoi. voilà Ça et reste dans le médiéval fantastique parce qu'on vient de l'auberge, mais ça reste tu peux faire vraiment des trucs super, super variés quoi. c'est ça et il y a une petite mécanique en plus, c'est que du coup pour, justifier le fait qu'on ait recruté cet aventurier-là, on peut avoir des éléments de quête qu'on rajoute qui sont spécialisés, enfin qui font écho à des traits qu'on a donnés plus tôt. Par exemple, il faut qu'on rentre dans le temple, mais le problème c'est qu'il faut, réussir à appuyer, sur un bouton qui est à 20 mètres, de l'autre côté d'un puits sans fond. Mais vu que tu es, le cracheur de noyaux de la ville et que tu peux viser à 20 mètres, c'est pour ça qu'on te prend dans la quête. C'est beau. Donc Il y a moyen de faire vraiment des trucs très chouettes. Ça dure longtemps les quêtes? Une quête, ben dans le jeu, ça dure combien de temps? en fait, la quête, on la joue pas. Non, mais combien de temps? Non, mais je sais, mais combien de temps dure la partie? Je veux dire, jusqu'à ce qu'il y ait plus de cartes, combien de temps, En fait, on est limité à 5 cartes dans la main, donc grosso modo, il faut que tout le monde, donne, 4 détails, que ce soit sur la quête ou pour les autres joueurs et ensuite on part à l'aventure. Donc je pense en tout la partie doit faire, environ 2 heures.
Ça dépend bien sûr avec qui on est, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien mettre beaucoup de pasas sur leur personnage, vu que, ben, on joue beaucoup de choses, il y a beaucoup de discussions qui peuvent être très animées. Voilà, cela dit, il y a pas non plus de grosses phases de description, c'est vraiment on joue que le dialogue en permanence. Donc, ça peut aller, je pense, très vite si on est avec des joueurs qui n'ont pas forcément, l'inspiration ou qui sont plutôt plus à l'aise justement quand on rentre pas dans moult et moult détails et là je sors ma pipe et vous voyez que mon tabac vient des îles de et cetera et heu et voilà. Et ensuite, on passe donc dans la deuxième phase du jeu où on revient de la quête. À ce moment-là, en fait, il faut que dans nos 5 cartes qu'on a dans nos mains, enfin donc, si on a donné suffisamment d'indications, normalement on a 5 cartes, il faut qu'on ait une figure. Si jamais on n'a pas de figure, et ben, notre personnage n'aura pas survécu. Donc on pourra raconter Aïe! sa fin tragique et Ah, parce qu'il y en a pas tant que ça des figures dans un 52 cartes. ben, ouais Ah ouais, ça me semble violent à et tester, mais ça me semble rien violent. voilà et du coup, à ce moment-là, ben, on peut très bien, jouer un personnage qui a été rencontré lors de l'aventure. On peut jouer, autre chose. C'est pas spécialement gênant et on va en fait, du coup, faire un peu de la même façon. On va prendre, ben, tous les éléments de quête qu'on avait déterminés plus tôt et ben, il y a un joueur qui va commencer à raconter, comment s'est passée cette étape, cette difficulté ou cette Ce facilité bout-là de de la la quête. quête, cette Voilà. péripétie-là. Pour ça, il va utiliser une des cartes qu'il a dans sa main. Si c'est une carte noire, ça s'est mal passé. Si c'est une carte rouge, ça s'est bien passé. C'est aussi simple que ça. Donc, on est rentré dans le désert et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que dans nos gourdes, c'était de l'eau de vie et pas de l'eau et ça a été un gros problème. Mais on a commencé à traverser le désert à moitié sous, on était complètement desséchés et cetera. Et en fait, chaque péripétie est divisée en 3, le début, le milieu et la fin. Donc, mais finalement, on a croisé, des nomades qui nous ont aidés, mais en fait, c'était des voleurs et ils nous ont détroussés après et voilà. Et il y a c'est là où les traits qu'on a mis sur nos fiches de perso vont avoir une importance parce si jamais, dans ton récit, tu dis, là, vu que, j'avais mon épée Vorpal +8, contre les marabouts et ben, j'ai pu, réussir à m'en sortir et ben, tu peux défausser une carte de ta main pour en prendre une de celles que les autres joueurs t'ont données lors de la phase, ben, d'appréciation et du Ah! coup espérer récupérer les fameuses cartes rouges qui vont te permettre de bien finir l'histoire et de sauver la princesse et de ne pas Ouais, aller en prison. après j'imagine que c'est aussi très amusant quand tu as que des cartes noires et que finalement c'est un total party kill et que la princesse est pas sauvée. Bien Est-ce que évidemment. est-ce que tu as déjà pensé à t'en servir comme préparation de partie? Alors Pas la j'y deuxième partie, mais est-ce que tu t'es dit: «Tiens, on va faire la première partie avec les quêtes, les péripéties, les facilités et les machins et puis après, c'est bon, jouer on la joue quête. et jouer la Je quête»? Est-ce J'y que ai ça pensé. marche ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Après, c'est vrai que ça apporte, un cachet particulier si jamais, ben, tu joues les personnages, enfin, justement sur les d'avoir fait, cette quête parce que, c'est ce groupe de personnages et qui sont ce set de Ah talents oui, oui, très après il faut particulier. jouer Mais, il faut jouer les mêmes personnages, puis essayer de trouver des équivalences des talents dans du D&D ou ton jeu Medfan mmh préféré, mais ça pourrait être amusant. mais je pense que oui, sans aucun problème, hein, ça reste un très bon générateur et puis même, ça fait étant donné que les personnages, de toute façon, savaient qu'il allait avoir ça comme problème, même si tu le fais avec les mêmes joueurs, ben, de toute façon, leurs personnages le savaient, donc il y a pas de problème. Même ça leur fait un peu un scénario à la carte, mais oui, j'ai aucun doute qu'il y a de quoi faire un truc très, très sympa. Ah, c'est chouette. Christian Amogé, j'avais jamais entendu ce nom avant, ça a l'air super sympa comme jeu. C'est très, très bien. En plus, c'est un jeu qui est pas très lourd, il fait, une trentaine de pages, il me semble. Il est disponible, il a été traduit en français. Les règles sont pas forcément, écrites de la façon la plus limpide du monde. Par contre, une fois que c'est lancé, et que vous êtes à la table, c'est extrêmement simple, et extrêmement facile à jouer. Bah, j'ai l'impression que ça, c'est un problème qu'ont beaucoup de jeux sans MJ, comme c'est une autre façon de jouer que la, façon traditionnelle. J'ai l'impression que, en tout cas pour ma part, que je suis pas très habitué et du coup un Fiasco, j'ai galéré à comprendre. Breaking the Ice, j'ai du mal à imaginer comment ça se joue, même si c'est pas compliqué et Fall of Magic, j'étais content que Mathieu B me montre.
Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau sac à dos du MJ. Donc, je vous le rappelle, une émission que l'on compte continuer, qu'on fera de façon alternative sur ma chaîne et sur le jeu de rôle pour les nuls. Donc, si vous avez des jeux de rôle sans MJ que vous appréciez particulièrement, signalez-nous dans les commentaires. Si jamais vous avez des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés, signalez-nous dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne d'Eric parce que vous aurez du contenu de qualité, moins discutable que sur la mienne. Ça, c'est gentil. Non, Je c'est dirais très pas moins réaliste. discutable, mais moins long. Surtout moins long.